Chaque mois, Unofi TV vous propose de faire un point complet sur les marchés financiers. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pierre Poulain pour commenter cette actualité. Bonjour Pierre. Bonjour Thomas. Ça fait 15 jours maintenant que Donald Trump a prêté serment. Comment réagit Wall Street ? Alors, entre les résultats des élections américaines et l'investiture de Donald Trump, donc entre le 8 novembre et le 20 janvier, les marchés ont bien accueilli la nouvelle puisqu'on a eu des hausses de l'ordre de plus de 6% aux États-Unis et de plus de 8% en Europe. Depuis l'investiture de Trump le 20 janvier, nous avons une divergence dans les marchés, puisque les marchés américains, eux, ont poursuivi leur hausse à hauteur de 1,5%, quand les marchés européens, eux, ont plutôt consolidé, puisqu'il y a une baisse depuis cette date de l'ordre de 1,5%. Et c'était pas évident parce que cette hausse est dans un contexte où on se dit que les États-Unis vont se replier sur eux-mêmes. C'est des mesures protectionnistes qui sont mises en avant. C'est vrai que dès les premiers jours de son investiture, Donald Trump a signé un nombre de décrets importants. Il y a eu la remise en cause de l'Obamacare, une remise en cause du traité transpacifique. On a eu aussi, il a remis en avant la construction du mur entre les frontières mexicaines et américaine. Donc, le paraffeur a chauffé, mais ça n'a pas inquiété Wall Street pour autant. Exactement. Il y a eu quand même un petit regain de volatilité sur les marchés, mais cette volatilité reste tout de même très faible. C'est vrai que les investisseurs se sont dans un premier temps inquiétés sur les mesures un peu trop protectionnistes de Donald Trump, mais finalement ils ont préféré mettre l'accent sur le regain de croissance que cela pourra entraîner. Alors voilà, c'est peut-être ça aussi la raison, c'est que les nouvelles d'un point de vue économique sont plutôt bonnes. Effectivement, on a toujours un afflux de bonnes nouvelles en provenance soit des États-Unis et de l'Europe. On a des données économiques toujours en amélioration. Si je commence par les États-Unis, on a eu encore des très belles créations d'emplois au mois de janvier, qui sont de l'ordre de plus de 275 000, quand le consensus, on en attendait un peu plus de 150 000. Donc un marché de l'emploi toujours très robuste. Des enquêtes de conjoncture sur des niveaux plus hauts depuis 2 ans, parce qu'on a l'indice PMI, qui est un indicateur d'enquête des directeurs d'achat, tout à fait, qui est ressorti à 56, c'est le plus haut point depuis plus de 2 ans. Donc ça a toujours très bien orienté. L'inflation qui redémarre aussi. Ce qui est paradoxalement un bon signe, parce qu'on craignait la déflation, et donc là, un peu d'inflation, un peu de pression dans les tuyaux, ça fait du bien. Exactement, l'inflation a dépassé les 2%, même l'inflation hors énergie est passée au-delà des 2%, ce qu'on impute souvent ces bons chiffres d'inflation au redémarrage du pétrole, mais là, si on prend l'inflation sous-jacente, qui est l'inflation hors alimentation et énergie, on est aussi au-dessus des 2%. Est-ce qu'il y a des mauvaises nouvelles aussi dans ce paysage qui semble, à ce ciel bleu ? Assez peu de mauvaises nouvelles économiques. On a eu des ventes au détail, peut-être aux États-Unis, qui ont été moins bonnes que prévues, mais toujours sur une progression positive. Et on peut aussi souligner un marché de l'immobilier qui commence à non pas montrer des signes de faiblesse, mais un peu moins de robustesse, puisque on a des chiffres qui sont légèrement inférieurs au consensus, mais toujours sur une bonne dynamique. Bon, à surveiller également. Comment, dans ce contexte Trump, réagissent les banques centrales ? Alors les banques centrales, de leur côté, n'ont pas fait grand-chose sur leur dernière réunion. Si je commence par la Fed, Janet Yellen a notamment souligné la robustesse du marché de l'emploi, qui approche les niveaux de plein emploi, qui est l'un des premiers objectifs de la Banque centrale, et aussi l'inflation qui est repartie et qui est contrôlée. Donc elle a aussi souligné que les craintes sur l'économie mondiale étaient en train de s'atténuer. Donc ça laisse présager plusieurs hausses de taux cette année. 2 ou 3 2 ou 3, le marché tape plutôt sur 2. La Fed parle encore de 3, on pourrait s'attendre à une prochaine hausse peut-être au mois de mars. En tout cas, pas de remontée violente des taux américains. Non. Et côté européen, Mario Draghi, alors, lors de la dernière réunion de la Banque Centrale Européenne, il n'a pas remis en cause le quantitative easing européen, que ce soit son montant ou sa durée. On est toujours à échéance décembre 2017. Par contre, il a souligné que la Banque centrale était toujours prête à intervenir au cas où et qu'il fallait se concentrer sur le noyau dur de l'inflation, puisque c'est vrai qu'on a eu des chiffres de l'inflation assez intéressants en Europe, puisqu'on a eu 1,1 au mois de décembre contre 0,8 au mois de novembre. Mais cette inflation prend en compte l'effet de base justement de l'énergie qui est repartie.
hors énergie, l'inflation n'est que de 0,9. Donc, il y a M. encore un peu de Draghi marge. souligne, attention, c'est reparti, mais il y a encore de la marge, donc les efforts sont encore à fournir. Malgré tout, on sent qu'il y a une divergence qui est en train de se creuser entre France et Allemagne, notamment sur les taux à 10 ans. Il y a un spread, comme on dit, un écart de taux qui augmente. Comment est-ce qu'on l'explique? Alors c'est vrai que l'écart de taux a beaucoup augmenté, notamment depuis le début de l'année. Si je reprends les chiffres de l'année dernière, en 2016, on avait à peu près 30 points de base entre la France et l'Allemagne. Au plus bas, la France avait touché 10 centimes quand l'Allemagne était en taux négatif à 20 centimes. Donc on avait ces 30 points-là. Et sur toute l'année, on a oscillé entre 30 et 50 points de base d'écart entre le taux de France. 0,3-0,5%. Exactement. Là, on a atteint 0,80% de différentiel de taux entre les deux pays. C'est notamment dû au risque politique perçu par les investisseurs étrangers pour la France. Avec les problèmes Fillon. Avec les problèmes Fillon, voilà, on a vraiment une remise en cause de... Voilà, avec un scénario, on sait moins à l'avance peut-être qui serait le candidat, qui serait le président, et donc la politique de réforme éventuelle qu'aiment bien les marchés financiers. Les sondages le donnaient plutôt vainqueur. Aujourd'hui, c'est un peu plus mitigé. Du coup, on a cet écartement qui s'est produit, et aussi... on a eu quand même un mouvement généralisé de remontée de taux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et en général, quand on a une remontée de taux globale, l'Allemagne a tendance à moins remonter que les autres pays, d'où aussi cet écartement. Alors, pour finir, comment est-ce qu'Unofi se comporte et réalise ses arbitrages et ses placements dans ce contexte? Alors, dans ce contexte, depuis le début de l'année, pour profiter de l'embellie économique et de notre sentiment positif sur les marchés actions, nous avons, dans notre fonds Actions Zone Euro, qui s'appelle Finovaleur, nous avons réduit notre part de liquidité pour réinvestir en actions, mais pas n'importe quelles actions, des actions de secteur cyclique, savoir automobile, industrie, compagnie aérienne. Celles qui profitent le plus d'une reprise économique. Exactement, qui serait à même de profiter davantage de la reprise. Et donc ça, c'est pour Finovaleur. Pour Finovaleur et pour notre fonds d'action international, Unofi International. Là, on s'est plus penché, pareil, on a réduit notre proportion de liquidité pour réinvestir sur les actions américaines, mais en privilégiant les petites et moyennes capitalisations qui sont à même de profiter davantage de la politique protectionniste de Trump. Donc c'est des actions qui sont moins exposées à l'international, donc qui devraient normalement profiter de tout cela. Unofi TV, Pierre Poulain. Merci Pierre. Merci Thomas, à bientôt.